Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une énorme vidéo qui est vraiment importante à comprendre parce qu'on va parler à la fin de la vidéo du merge d'Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui détiennent de l'Ethereum? Est-ce qu'il va y avoir des opportunités? Est-ce qu'il va y avoir du chaos? On va en parler. On va parler de l'énorme nouvelle de BlackRock qui entre dans le monde des crypto-monnaies. BlackRock, le fonds qui gère plus de 10 trillions de dollars. On parle de 10 000 milliards de dollars qui entrent dans le monde des cryptos. Et vous allez comprendre que ceci est majeur. Vraiment, je vous invite à aller voir la partie de la vidéo sur BlackRock parce que ça vaut la peine s'il y a une partie à regarder. Aussi, dans la vidéo, je vais vous faire une annonce importante parce que le Patreon et le rapport mensuel de Paul Crypto Formation est enfin en ligne et disponible. Donc, tous les détails dans quelques secondes. Et aussi, on va parler de la Fed, de l'inflation et à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre sur les marchés pour septembre, octobre et novembre. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire parce que j'aime vraiment vous lire et ça aide mon travail aussi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie, donc je ne suis pas conseiller financier. Donc, si vous êtes là pour des conseils financiers, ce n'est pas la place. N'oubliez pas de faire vos propres recherches. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Et commençons par l'annonce que je veux vous faire. Enfin, le groupe Patreon et mon rapport mensuel vient de sortir. Donc, si ça vous intéresse d'être membre de mon groupe Patreon, c'est un abonnement mensuel. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça vous donne accès à vraiment beaucoup de choses, là. Et je vais répondre à deux questions qui reviennent. Est-ce que mon contenu sur YouTube, mon contenu sur Twitter, sur Telegram va être le même? La réponse, c'est oui. Qu'est-ce qui va se retrouver dans le rapport mensuel dans mon Patreon? Ce sont des informations additionnelles que j'ai pas le temps de parler dans les vidéos. Et aussi, je vais vous partager les positions de mon portefeuille que je prends en direct. Et pourquoi est-ce que je fais ça aussi? C'est parce que j'ai toujours voulu faire un rapport mensuel. Et là, j'ai décidé de le faire. Qu'est-ce que ça vous donne accès? Il y a le premier tiers, ici, le niveau 1, que c'est un don. Parce que plusieurs personnes qui voulaient me faire des dons, c'est l'endroit pour le faire juste ici. Et le tiers numéro 2, c'est l'accès à tout mon contenu sans limite. Qu'est-ce que ça contient? C'est le rapport mensuel. Là, le premier rapport mensuel est sorti, il fait 26 pages. On parle du marché, de mon portfolio. Je vous fais un ranking des crypto-monnaies sur une échelle de 0 à 10. On parle de macroéconomie, on parle de la Fed, on parle d'analyse graphique. Donc, c'est ça qu'il y a dans le rapport mensuel. Et en plus, je vais faire des publications sporadiques que à chaque fois que je veux faire des changements dans mon portefeuille, je vais publier sur mon Patreon. Je vais parler de qu'est-ce qu'il y a sur ma liste de surveillance. Il va y avoir des questions-réponses, de l'analyse de nouvelles cryptos à chaque mois, que j'ai pas le temps de faire sur ma chaîne. Et en plus de ça, il va y avoir le rapport de Laetitia Bonaventure qui s'en vient dans environ 4 à 5 jours pour les membres du Patreon, des opportunités d'investissement en primeur et des opportunités pour entrer dans certaines ventes privées de certaines cryptos que j'ai accès, que je vais vous donner accès à vous, la communauté, sur Patreon. Donc vraiment, je pense que ça peut être vraiment intéressant. J'ai essayé de mettre le prix le plus bas possible, mais aussi un prix qui me convenait selon le travail que je mettais là-dedans. Donc, le voici. Je vous invite à aller vous abonner. Et en plus de ça, je vous fais un cadeau, un 2 mois pour 1, parce que la facturation de septembre, il n'y en aura pas si vous vous abonnez maintenant. Parce que là, on est le 16 août et Patreon charge à chaque premier du mois. Donc là, je voulais pas charger les gens pour un demi-mois. Donc, vous avez 1 mois et demi qui va contenir 2 rapports mensuels et toutes les infos additionnelles sur le Patreon. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun engagement. Si vous n'êtes plus intéressé après 1 mois, vous vous retirez et c'est terminé. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Et moi, je vais faire ces rapports mensuels-là pendant une période de temps. Et quand ça me tentera plus, je vais arrêter. Mais pour l'instant, ça me rend heureux, donc j'y vais avec ça. Donc, si vous avez besoin de plus de détails sur le Patreon, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo dans les prochains jours pour vous expliquer plus en détail qu'est-ce que ça contient. Mais là, rentrons dans le vif du sujet de la vidéo aujourd'hui. Commençons par une analyse brève du prix du Bitcoin sur le court et moyen terme. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Encore le Bitcoin qui est dans son range entre 19 000 et 25 000 $. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'action et comme que je vous parle depuis des semaines, je m'attends à ce que la consolidation de côté continue encore pour quelques semaines. Et là, si on regarde à plus petite échelle sur le court terme, on voit le Bitcoin qui est en train de faire une figure de wedge ascendant, donc de biseau ascendant. C'est une figure baissière. Donc, si on vient qu'à briser ça par le bas, on pourrait voir le Bitcoin aller retester les 21 000 $, qu'est-ce qui est une possibilité. Et encore une fois, on resterait dans le range
Donc de mon côté, je maintiens ma position. Je pense qu'en ce moment, on est dans des périodes d'accumulation sur le Bitcoin et les meilleurs altcoins de qualité. En plus de ça, on se rappelle que le sentiment est cassé. On est arrivé au moment où est-ce que lorsqu'on parle de crypto-monnaie et que les gens savent qu'on a investi dans les cryptos, on se fait dire « Oh non, pauvre toi, t'as investi dans les cryptos. » Donc la masse, maintenant, sait que les crypto-monnaies ont crashé. Et on se rappelle que la masse, la seule chose qu'elle sait sur les crypto-monnaies, c'est que ça a crashé. Et là, quand cette même masse de personnes-là nous dit « Oh non, pauvre toi, le Bitcoin a crashé, il est à quel prix le Bitcoin? » Et là, vous leur dites « Mais en ce moment, il est à 23 700 $ américains. » Et là, ils sont comme « Oh mon Dieu! » La dernière nouvelle que j'avais, c'était que le Bitcoin était à 5 000 $. Donc finalement, il a crashé, mais il a crashé beaucoup plus haut que le dernier crash qu'on a parlé dans les médias de masse. Donc, il faut se rappeler de ça. Il faut se rappeler que les technologies blockchain, c'est les technologies du futur. Si on est investi en ce moment dans les crypto-monnaies, c'est qu'on croit que les technologies blockchain vont être là pour les prochaines années, qu'il va y avoir une adoption. Sinon, vous avez rien à faire dans ce marché-là. Et il faut garder une perspective plus long terme, parce que si on s'excite avec des mouvements à chaque jour, ben on va être brûlé et on sera pas capable d'être là pour quand ça compte. Et comme que je vous expliquais, je serais surpris de voir le Bitcoin défoncer ses bas autour des 17 000 $ avec engagement, sauf si une chose se passe. Et il y a une chose qui m'inquiète en ce moment, parce qu'on a vu la plupart des liquidations se faire, mais on a Michael Saylor, vous vous souvenez de MicroStrategy, qui a acheté pour 129 699 Bitcoin au courant de 2020 et 2021. Et là, Michael Saylor, qui était le président de la compagnie MicroStrategy, vient qu'à démissionner de son poste de président et nous dit qu'il va se concentrer quand même pour que MicroStrategy continue d'acquérir plus de Bitcoin. Par contre, qu'est-ce qu'on sait pas, c'est est-ce que vraiment Michael Saylor a quitté volontairement son poste de CEO ou il s'est fait sortir? Et là, s'il s'est fait sortir, ben là, on a un épée de Damoclès sur la tête, on a 129 699 Bitcoin qui pourraient tranquillement être vendus. Donc encore une fois, d'avoir une entité qui possède une quantité énorme de Bitcoin comme ça, ben c'est un risque quand même que ça peut créer une liquidation massive si on voit MicroStrategy qui commence à vendre du Bitcoin. Et pourquoi je m'inquiète de MicroStrategy maintenant avec l'arrivée de BlackRock? Ben regardez ça ici. Ici, on est sur la compagnie de MicroStrategy. On voit les 3 plus grands déteneurs d'actions de MicroStrategy et on voit BlackRock en 3e position avec 7,86% de la compagnie. Donc BlackRock a sa position sur le board de direction et peut influencer le conseil exécutif. Donc gardez ça en tête pour l'instant parce que la suite va vous surprendre. Parce que là, on va parler de BlackRock et vous allez faire le lien avec ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Donc, si vous pensez que c'est les banques, les plus grosses entités au monde qui contrôlent la finance, ben vous connaissez pas BlackRock, Vanguard et State Street Corporation qui sont les plus gros fonds d'investissement qui existent au monde et ils ont d'autres services aussi qu'on va parler dans les prochaines minutes. Donc vraiment, asseyez-vous confortablement dans votre chaise et je vous recommande d'écouter cette section-ci pour comprendre comment BlackRock contrôle une grande partie du monde à notre insu et peut influencer les décisions à la fois des plus grandes compagnies du monde et des plus grands gouvernements du monde. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, BlackRock gère pour 10 trillions d'actifs. On se rappelle que 10 trillions de dollars, c'est 10 000 milliards de dollars. Là. Essayez d'écrire ce chiffre-là sur une feuille, vous allez voir qu'il y a beaucoup de zéros. C'est le plus gros fonds du monde. Et là, le 5 août, on apprend que BlackRock permet à ses clients d'acheter des crypto-monnaies via Coinbase. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle de voir BlackRock dans le monde des crypto-monnaies? Ben, ça, on va voir avec le temps. Mais habituellement, quand on voit BlackRock à quelque part, c'est que ce n'est pas pour rien, que ça a été réfléchi. Et en lisant plus en détail sur les articles, on se rendait compte que les clients de BlackRock demandaient à avoir des crypto-monnaies avec force depuis longtemps. Et là, ça arrive. Donc, personnellement, je pense que pour le prix des crypto-monnaies sur le moyen et long terme, je pense que ça va être positif. Tout simplement, par le fait qu'on vient d'ouvrir la possibilité d'entrer des milliards et des milliards de capitaux dans le monde des crypto-monnaies. Donc, on peut facilement imaginer que sur les 10 trillions d'actifs que gère BlackRock, il pourrait avoir 1% de tout cet argent-là qui va vers les crypto-monnaies pour avoir un portefeuille, une allocation de portefeuille un peu plus risquée. Donc, vous comprenez qu'on parle de beaucoup de capitaux qui peuvent rentrer dans les crypto-monnaies à cause de cette nouvelle-là. Et puis, tout à coup, qu'est-ce qu'on apprend dans les derniers jours? C'est que BlackRock lance un véhicule d'investissement où est-ce que ça va être possible d'acheter des bitcoins physiques. Vous vous souvenez, là, le débat de toutes les ETF sur les bitcoins physiques versus les contrats futurs? Et là, on se rappelle que toutes les ETF en ce moment
sont backés par des contrats futurs, donc sont backés par des dérivés de Bitcoin, donc sont backés par aucun Bitcoin, seulement des contrats papier, c'est que de l'air, alors que la SEC empêchait tous les firmes d'ouvrir leur propre ETF backé par des bitcoins physiques. Et là, qui est-ce qui ouvre son fonds d'investissement de bitcoin physique avant tout le monde? Ben, c'est BlackRock. Donc, je vous laisse réfléchir. Est-ce que BlackRock avait déjà en tête d'ouvrir son fonds de bitcoin avant les autres? Ben, je vous laisse y réfléchir. Et en plus de ça, on sait à quel point maintenant les ESG, à cause de BlackRock, sont devenus quelque chose à la mode. Mais là, on se rend compte que BlackRock est en train de nous dire qu'ils vont développer un programme pour que l'énergie qui est utilisée pour miner du Bitcoin soit de l'énergie qui est renouvelable. Donc, vous comprenez comment on peut jouer avec les mots. Donc, d'un côté, on se faisait dire que Bitcoin causait de la pollution, que c'était dégueulasse, et tout à coup, on a la plus grosse firme au monde d'investissement qui nous dit que le Bitcoin, c'est pas si pire au niveau pollution et qui permet à tous ses clients d'en acheter. Et si vous ne connaissez pas BlackRock, ben, je vous invite à regarder les 3 prochaines minutes de cette vidéo parce que je pense que ça vaut la peine. Vous allez voir à quel point c'est un monstre et ça contrôle pratiquement tout. Donc, commençons. Donc, qu'est-ce qui contrôle le secteur de la finance? Ben, c'est les banques. Ben, allons voir qui sont les principaux détenteurs d'actions des plus grandes banques au monde. Allons voir Goldman Sachs pour commencer. On voit Vanguard, BlackRock et State Street Corporation qui sont les 3 plus gros fonds au monde. Si on continue avec la JP Morgan Chase, que vous connaissez, qui aime bien payer des amendes parce qu'elle n'arrête pas de frauder le système, mais les amendes sont moins grandes que les gains qu'ils font en fraudant le système, donc les amendes font partie de leur coût d'opération finalement. Et là, si on regarde pour JP Morgan, BlackRock en 2e position, Bank of America, on voit BlackRock en 3e position. Et avec des grosses positions quand même au niveau action dans toutes ces compagnies-là. Ensuite de ça, vous aimez les médias sociaux, vous aimez vous divertir. On sait que la plupart des gens prennent leur information sur les médias sociaux maintenant. Mais qu'est-ce qu'on voit? BlackRock en 2e position. Maintenant, si on va voir du côté de Twitter, on voit BlackRock en 2e position. Donc, vous comprenez, il y a des tentacules un peu partout. Vous aimez vous divertir, vous vous demandez pourquoi les films prennent une tangente, pourquoi les films ont une certaine direction plutôt qu'un autre. On se rend compte que dans les années 80, c'était plutôt le mâle alpha dans les films. Et là, maintenant, on a une tendance woke. Quand on regarde Netflix, on regarde les plus gros détenteurs d'actions. Ben, ça nous permet de se poser des questions. Vos enfants, qui est-ce qui dirige Walt Disney? On regarde les détenteurs d'actions. BlackRock encore en 2e position. Vanguard Group en 1re position. Est-ce que BlackRock a son mot à dire dans les pharmacies? Ben, allons voir Pfizer. Ah ben oui, BlackRock est là en 2e position. Johnson & Johnson, toutes les injections de vaccins. Allons voir est-ce que BlackRock a son mot à dire. En 2e position, on voit encore BlackRock. Vous comprenez, les tentacules sont partout. Et là, vous aimez les technologies comme Apple, tous les systèmes d'exploitation iOS. Ben allons voir est-ce que BlackRock est là. Ben oui, en 2e position encore. Et là, j'avais déjà parlé de ça dans une ancienne vidéo que j'ai faite l'année passée, qui a presque 1 an, qu'on voit juste ici. Mais là, je pense que c'est tellement important que j'en reparle de nouveau maintenant. Et là, si on continue, allons voir du côté de Microsoft. Bon, vous êtes pas Apple, vous êtes plutôt du côté de Microsoft. Ben, BlackRock, Vanguard, State Street Corporation sont encore là. Et là, je pourrais continuer comme ça dans tout ce qui est le commerce au détail, Walmart, Amazon. Je pourrais continuer comme ça dans tout ce qui est la nourriture, Pepsi, Coca-Cola, vous allez trouver BlackRock, State Street Corporation, Vanguard. Je pourrais continuer aussi dans tout ce qui est le secteur des armes à feu comme Smith & Wesson. Je pourrais continuer dans les compagnies pétrolières. BlackRock, Vanguard, State Street Corporation sont partout. Ils sont dans 90% des actions listées sur le S&P 500 avec des énormes positions. Et là, en plus de ça, BlackRock a décidé de se diversifier pour ses clients. Ils ont décidé d'acheter de l'immobilier résidentiel. Donc, vous vous rendez compte, on sait qu'il y a des fonds de pension qui investissent dans BlackRock. Donc, votre propre fonds de pension peut investir dans une maison et être un autre acheteur qui fait monter le prix d'une maison quand vous voulez acheter une maison. Donc, BlackRock est en train d'acheter de l'immobilier résidentiel aussi. Mais là, vous vous dites, ben là, Paul, BlackRock est investi dans toutes ces sociétés. Et normalement, BlackRock, ben, c'est supposé être un investisseur passif qui a aucun mot à dire sur le conseil exécutif. Eh ben non! En janvier 2018, on a BlackRock qui nous dit que ils veulent contribuer à la société. Et comment est-ce qu'ils font ça depuis 2018? Ben, ils prennent place sur le conseil exécutif de ces compagnies-là et influencent les directeurs de la compagnie pour prendre certaines tangentes.
Donc là, est-ce que vous commencez à voir à quel point il y a du contrôle? Et peut-être même, ça fait un peu peur quand on y pense. On peut aller encore plus loin. BlackRock. Est-ce que c'est connecté avec nos gouvernements? Ben oui, on a appris que pour la crise de 2008, BlackRock a conseillé le gouvernement avec son service de conseil et aussi conseille tout ce qui est la Banque centrale américaine. Et là, depuis 2008, il y a une belle relation qui s'est installée entre le gouvernement, la Banque centrale américaine et BlackRock. Et encore une fois, on peut se demander la question, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Je vous laisse réfléchir à ça. Mais je peux vous dire que oui, il y a des conflits d'intérêts. Et si on continue, il y a une autre chose que vous devez comprendre. C'est la plateforme d'investissement institutionnelle qui utilise l'intelligence artificielle qu'on appelle Aladdin. Aladdin qui veut dire Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network. Aladdin est donc le logiciel qu'utilise BlackRock pour prendre des décisions financières avec l'intelligence artificielle. Mais là, BlackRock, à un certain moment, s'est dit « Wow, mon logiciel est tellement bon que je devrais permettre à d'autres institutions d'utiliser. » Et là, quelle autre institution utilise Aladdin pour prendre des décisions financières? Ben, on a State Street Corporation, Vanguard, vous vous souvenez? Les deux autres fonds énormes qui détiennent toutes les autres compagnies du monde. En plus de ça, on a des compagnies comme Apple, Microsoft, qui utilisent Aladdin pour gérer tout ce qui est de leur trésorerie. Et combien d'argent est-ce que Aladdin gère en ce moment? On parle de 21 trillions de dollars qui utilisent Aladdin pour prendre des décisions financières. Qui Aladdin est détenu par BlackRock. Donc BlackRock a les informations de ce que font State Street Corporation, Vanguard, Apple avec leurs finances et peuvent améliorer leur intelligence artificielle avec Aladdin. Donc là, vous comprenez à quel point BlackRock a des tentacules partout. Est-ce que ça pose un risque systémique d'avoir quelque chose d'aussi gros qu'Aladdin qui gère les finances du monde? Ben, potentiellement que oui, s'il y a un bug électronique ou un bug avec leur logiciel. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Et pour vous donner une idée de grandeur, là, si on prend tout l'argent physique, tout l'argent déposé dans des comptes de banque, des comptes d'épargne et des comptes chèques de tout le monde, là, des presque 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, ben, on a 40 trillions de dollars en circulation. Et Aladdin gérait en 2020 pour 21,6 trillions de dollars. Donc on parle de 50% de l'argent que détient les 8 milliards d'êtres humains. Et là, on se rappelle que j'ai pas parlé des investissements, de la dette, des dérivés, des crypto-monnaies, parce que si on prend le total de l'argent dans le monde, là, on parle de plusieurs quadrillions de dollars, là, donc on rajoute encore un autre zéro. Mais vous comprenez l'ampleur de la chose, là. Donc, on a une institution qui est connectée avec les gouvernements, les banques centrales, qui a un logiciel qui permet de voir ce que font les plus gros joueurs du monde avec leur investissement, et qui sont investis dans pas mal toutes les plus grandes compagnies du monde. Est-ce que la partie est juste ou injuste? Ben, ça semble injuste quand on regarde ça comme ça. Donc, voilà, on a bouclé la boucle de ce que je voulais vous parler avec BlackRock, et pourquoi est-ce que j'étais inquiet avec MicroStrategy, qui détient 129 000 bitcoins. Donc, est-ce qu'on va voir MicroStrategy commencer à vendre des bitcoins à BlackRock, puis va être forcé de vendre des bitcoins? On va voir ça dans les prochaines semaines. Donc maintenant, faisons un petit tour sur la Fed. On se rappelle que la semaine dernière, les chiffres d'inflation sont sortis à 8,5%. Le marché a aimé ça. Mais bon, on se rappelle qu'il n'y a pas de rencontre de la Fed avant la fin septembre. Donc pour l'instant, je pense pas qu'il va y avoir de gros mouvements sur le marché. Et pour vous montrer à quel point les présidents, les gouvernements, les premiers ministres sont déconnectés de ce qui se passe dans le monde réel, Biden était fier de nous dire qu'il y avait seulement 8,5% d'inflation pour ce qui était d'année à année pour le mois d'août. Donc, il était fier de lui. Donc, rappelez-vous que 8,5% d'inflation il y a à peine quelques mois, tout le monde était en panique. Et là, c'est juste parce qu'on a battu les estimés que tout le monde est excité. Mais revenons à la Fed dans une autre vidéo. On va parler de Ethereum 2.0 avec le merge qui devrait arriver le 15 septembre. Donc, à quoi est-ce que je m'attends sur le prix d'Ethereum? Et après ça, on va parler du chaos qui pourrait arriver sur la blockchain d'Ethereum avec certains tokens. Donc, à quoi est-ce que je m'attends? Ben, possiblement un buy the rumor et sell the news. Donc, possiblement qu'on pourrait voir l'Ethereum monter jusqu'au 15 septembre. Et après ça, si le merge se passe bien, je m'attendrai à voir l'Ethereum commencer à corriger. Parce que, habituellement, c'est toujours ça qui se passe. Donc, on va aller avec la loi de la moyenne. Et qu'est-ce que c'est le merge? Ben, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Ethereum va passer de la preuve de travail avec des machines qui minent l'Ethereum à la preuve d'enjeu
avec des validateurs qui mettent en enjeu des Ethereum. Et si ces validateurs-là se comportent mal, ils se font prendre leur Ethereum, donc ils ont intérêt à bien se comporter. Donc on passe d'un système qui récompensait le travail à un système où est-ce que économiquement, les acteurs du marché ont intérêt à bien se comporter. Bon, et on se rappelle encore une fois que le merge ne va pas diminuer les frais de transaction sur Ethereum. Vous voyez, je suis sur le site d'ethereum.org. On se fait dire ça juste ici. On se rappelle aussi que c'est pas vrai, les transactions ne seront pas plus rapides sur Ethereum 2.0. Donc encore une fois, ça laisse la place à d'autres plateformes de contrats intelligents comme Near, Atom, Polkadot, Cardano de pouvoir prendre des parts de marché sur Ethereum. Mais faut féliciter Ethereum parce que s'ils réussissent à compléter le merge, c'est un exploit technologique exceptionnel. C'est comme si on avait un hélicoptère en plein vol et qu'on réussissait à le transformer en avion dans les airs comme ça. Donc vraiment, c'est un exploit technologique exceptionnel. Et là, qu'est-ce qui est bon pour l'économie interne sur le long terme d'Ethereum? C'est que la récompense d'Ethereum à chaque jour va passer de 13 000 Ethereum par jour à environ 1600 Ethereum par jour. Donc les récompenses vont diminuer de 90%. Donc l'inflation d'Ethereum va diminuer de 90%. Alors qu'on sait que l'inflation sur Ethereum est à peu près à 5% par année. Et en plus de ça, on a les mécanismes de burn qui faisaient que des Ethereum étaient brûlés à chaque transaction. Et ça va rester. Donc on risque de voir Ethereum devenir déflationnaire. Donc il va y avoir de moins en moins d'Ethereum en circulation. Et ça, est-ce que c'est positif sur le prix à court terme? Non, pas vraiment. Mais sur le long terme, oui, ça c'est très positif. Parce que d'avoir pratiquement aucune inflation fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'offres en circulation, donc c'est parfait. Et là, un point que je voyais intéressant, la ville de Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine, veut déployer un nœud Ethereum en 2023. Donc, est-ce que les gouvernements, les plus gros gouvernements mondiaux vont avoir intérêt à déployer des nœuds d'Ethereum pour avoir leur mot à dire dans la blockchain d'Ethereum? Ben, on voit que ça commence. Donc vraiment, on va devoir suivre ça avec intérêt. Et l'autre point, est-ce qu'il va y avoir du chaos sur la blockchain d'Ethereum lorsqu'on va avoir le fameux merge? Parce que là, pour les gens qui sont un peu plus techniques, et en fait là, je me pose des questions. S'il y a des gens qui ont la réponse, j'aimerais le savoir. Qu'est-ce qui va arriver avec les tokens qui sont sur la blockchain Ethereum Proof of Work? Parce que il y a de fortes chances qu'il y ait une blockchain preuve de travail qui continue de fonctionner. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les tokens, par exemple USDC, ou des tokens comme AV? Est-ce qu'il va y avoir des opportunités de prendre des positions short au niveau des exchanges décentralisés? Vraiment, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, mais je pense qu'il va y avoir un certain chaos qui va s'installer, parce que là, tous les tokens vont se retrouver dédoublés entre la blockchain preuve de travail et la blockchain preuve d'enjeu. J'imagine que Vitalik Buterin a pensé à des stratégies pour éviter le chaos. Mais n'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a beaucoup d'actions et qu'il y a des grands changements majeurs, ben, il y a des gens qui en profitent. Donc, est-ce qu'il va y avoir des façons de profiter d'Ethereum avec des manières de faire de l'arbitrage? Ça reste à voir. Je vais essayer de me renseigner un peu plus là-dessus et on s'en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez supporter mon travail, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon Patreon, voir qu'est-ce que ça a l'air. Et je vous dis tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo et passez une belle journée. Salut, bye bye.